Voilà. Alors, bon, les échanges de ce matin l'ont montré, on a quand même pas mal d'enjeux et c'est vrai que dans les discussions itératives qu'on a pu avoir au cours de nos AG et dans nos unions, que ce soit au niveau de la CN ou de nos unions, on voit bien qu'on a une problématique quand même sur le deuxième recours et notamment l'exercice en établissement. Et l'exercice en établissement ne couvre pas uniquement l'exercice des spécialités de plateau technique lourd, mais bien d'autres spécialités avec lesquelles de toute façon on est obligé de travailler ensemble si on veut avancer. On n'imagine pas qu'un chirurgien viscéral qui fait de l'oncologie ne travaille pas avec un gastro-entérologue, etc. Bref. Et on s'est aperçu qu'à l'aune de réflexion et d'évolution du système de santé, on l'a entendu ce matin et on l'entend en permanence, basé sur le territoire, on a de nouveaux enjeux majeurs d'organisation qui se mettent en place. On l'a vu pendant la crise Covid, on le voit maintenant avec la crise RH, la loi RIST, etc. Le problème, c'est, encore une fois, c'est quoi un territoire et comment est-ce qu'on définit ces choses-là? Et tout ça interpelle la notion de projet médical d'établissement et donc le rôle d'une commission médicale d'établissement. Et quand on fait des retours, en tout cas nous c'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté, mais je sais que c'est le cas dans d'autres régions, on a un vrai sujet sur la commission médicale d'établissement en hospitalisation privée. C'est un peu pour ça qu'on a voulu avoir ce temps d'échange qui n'a pas forcément prétention à déboucher sur des choses concrètes, mais peut-être à poser un cadre de réflexion et de travaux ultérieurs à mener ensemble entre nous, représentants des libéraux dans les territoires, les groupes, les fédérations hospitalières, et on a vu les enjeux sur la permanence de soins et les dernières évolutions législatives qui demandent encore à être quand même validées par le Sénat et la commission mixte paritaire après, mais on voit bien un peu l'orientation que l'on a. Alors, commission médicale d'établissement, fiction ou réalité, j'avais presque rajouté en deuxième titre chimère ou partenaire, côté établissement, parce que finalement, concrètement, si j'interroge moi mes confrères sur votre commission médicale d'établissement, c'est quoi? C'est une espèce de machin où personne ne veut aller, le président est élu par défaut, et puis il faut aller valider toutes les procédures de certification sur le parcours patient, le machin, le truc, mais finalement, rentrer véritablement dans un dialogue de non pas de gestion, mais d'évolution stratégique sur le territoire, sur l'ancrage territorial de l'offre de soins portée par les praticiens et leur établissement, c'est quelque chose qui finalement intervient peu ou remonte peu dans les échanges spontanés et les retours qu'on veut avoir. Alors, la commission médicale d'établissement, j'ai regardé un peu le code de santé publique, et là je vais parler sous couverture de nos juristes, et notamment de Maxence Corpier, mais moi j'ai vu au moins 6 articles pour la commission médicale d'établissement public. Alors là, ça va très très loin dans le moindre détail, sa composition, les modes de désignation, ses missions, ses prérogatives, ses moyens, etc. Puis pour la commission médicale d'établissement privé, alors là, c'est beaucoup plus restreint. Même si on a à peu près le même nombre d'articles, on a simplement un certain nombre de choses dans lesquelles on précise des situations où la CME doit être au mieux consultée, sinon informée, et son périmètre d'intervention dans l'élaboration particulièrement d'une politique d'amélioration de la continue de la qualité de la sécurité des soins. Bon, là, on revient sur les problématiques de certification, d'engagement contractuel qui ont été plus ou moins imposés aux établissements par les ARS, à savoir le CAQES. On l'a évoqué tout à l'heure. Les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Un programme d'action prenant en compte le bilan des événements indésirables. Mais l'intégration de nouveaux praticiens dans l'établissement n'est pas mentionnée. L'évolution de l'offre de soins portée, alors que ce soit au niveau des capacités humaines ou techniques, avec les engagements financiers importants parfois et conséquents, parfois même avec révision directement architecturale d'établissement, ce n'est pas abordé, mais ça doit relever d'une intelligence collective probablement au sein de l'établissement. On sait que ce n'est pas toujours évident. Dans les retours d'expérience que j'ai également pu faire à la lumière de la pandémie Covid qu'on a menée en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, on a noté qu'il y avait un investissement extrêmement hétérogène des praticiens d'un établissement à l'autre dans leur CME. Si tant est qu'ils aient conscience qu'il y ait une CME qui soit là pour défendre leurs intérêts par rapport à l'établissement. Des sollicitations administratives adressées, comme on l'évoquait tout à l'heure, le plus souvent aux seules directions, en faisant l'impasse complète des commissions médicales d'établissement. Mais curieusement, à l'hôpital public, la commission médicale d'établissement était systématiquement sollicitée. Mais quand nous, on sollicite la commission médicale d'établissement public, ils nous disent « Ah ben nous, on ne peut rien décider si la direction ne nous donne pas son feu vert ». Enfin bon, au bout d'un moment, ça devient un peu le serpent qui se mord la queue. On n'arrive pas à avancer sur les territoires sur un certain nombre de sujets comme cela. Une CME qui est tournée vers le seul établissement, ce qui va interroger le lien dès lors sur l'ancrage territorial par rapport à ses partenaires, les autres professionnels de santé, notamment les correspondants, et puis l'évolution des pratiques et de l'offre de soins avec toutes les tensions RH qu'on a pu évoquer, mais aussi
les structures d'exercice coordonné, ESS et PTS, les dispositifs d'appui à la coordination, enfin ce qu'on a commencé à brosser ce matin et qui sera abordé également par Jean-Baptiste au cours de la prochaine table ronde. Et enfin, des enjeux pas toujours bien appréhendés sur la logique de coopération et de complémentarité versus une doctrine historique de compétition et de concurrence systématique publique-privée qui était entretenue dans certains territoires par certaines ARS. Moi, je cite toujours l'exemple de la Saône-et-Loire où, à une époque, il fallait jouer la concurrence sur le nord Saône-et-Loire, mais la complémentarité sur le sud Saône-et-Loire, ce qui pouvait être un peu compliqué à percevoir. Bref, il y a un manque de cadre lisible de la CME, des missions clairement définies, intégration de nouveaux praticiens, projet médical à l'aune du territoire, etc. Réponse aux crises sanitaires, qui va être un sujet de plus en plus prégnant, de moyens alloués, de reconnaissance par les différents acteurs territoriaux et régionaux qui restent à définir, à préciser très probablement. Alors, je vais vous poser 5 questions que je vous ai passées avant. Je ne vais pas vous prendre en traite, mais en gros, j'avais envie de vous poser 5 questions. C'est d'abord, comment va votre CME ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a véritablement un fonctionnement, une composition ? Est-ce que les choses sont dynamiques ou est-ce qu'effectivement, on est plutôt dans le structurel et, comme on dit un peu de manière péjorative, la chambre d'enregistrement ? En particulier, votre CME est-elle perçue comme un organisme de contrôle ou bien la formalisation d'un espace d'échange et de réflexion autour du projet médical entre la direction et ses praticiens, son évolution, son évaluation, etc. Troisième question, c'est comment jugez-vous la qualité de la relation entre la direction d'établissement et sa CME, et réciproquement, parce que j'ai aussi des présidents de CME. Et puis, selon vous, les CME de hospitalisation privée devraient-elles voir leur cadre précisé, composition, fonctionnement, mission et prérogatives, et dernier point qui me paraît le plus important, les moyens alloués dans le cadre de ces missions, et le cas échéant, par quelle voie ? Est-ce qu'il faut envisager une évolution législative, simplement réglementaire, ou bien est-ce qu'il faut aller sur des recommandations de bonnes pratiques, même si on sait qu'il y avait déjà eu un travail de fait au sein de la FHP dans ce cadre-là, mais dont finalement les effets concrets ne semblent peu perceptibles, ou en tout cas peu perçus par les praticiens libéraux. Et enfin, plus largement, quelles sont vos attentes et propositions ? Les URPS peuvent-elles ou doivent-elles être un partenaire privilégié des CME ? En tout cas, je vous remercie d'avoir participé et de vous avoir bien voulu participer à cette réunion. Puis je vais passer directement la parole peut-être au docteur Escogido, qui est président de la conférence régionale des présidents de CME de l'hospitalisation privée de PACA, pour avoir son retour. Je vous remercie. Bien, effectivement. Bravo d'abord pour cette démonstration du verre à moitié vide. Moi, je vais m'inscrire dans la démonstration du verre à moitié plein. La CME, effectivement, en public, c'est facile. Le président de la CME, qui est élu, est numéro 2 du directoire. Il est élu. Et le directeur, lui, est révocable ad nutum. Donc il y a une position d'équilibre qui n'est pas la même en milieu capitalistique. Dans une CME privée, l'actionnaire a raison, mais c'est une particularité. Il a raison, mais il ne peut pas actionner tout seul. Un établissement de soins produit des soins, mais n'est pas maître de la production. C'est une particularité. Et la CME est là pour, effectivement, faire en sorte que l'interface existe, que la communication s'établisse, que les points de blocage soient résorbés, parce qu'on sait très bien que dans un système bloqué, si on injecte de l'énergie, on fait de la chaleur, mais on ne bouge personne. Donc actuellement, la vision que j'ai eue pendant ma longue carrière de président de CME d'un établissement de 400 lits, actuellement président d'honneur de cet établissement et à ce titre président de la conférence régionale, ce n'est pas du tout celle-là. À l'époque, nous avions une CME régionale qui regroupait les présidents de CME régionaux et un conseil national de tous ces présidents de CME avec un président que je fus qui était au conseil d'administration général de santé, avec une liberté de propos totale. Donc on avait une courroie de transmission. Deuxièmement, sur le plan local, on est consultatif certes, mais si on est consulté et suivi dans 90% des cas, ce n'est pas la peine d'avoir des avis conformes. Ça marche, à condition d'avoir une logique de partenariat partagée, de se dire sans confusion des rôles, le directeur c'est un métier noble, le chirurgien ou le cardiologue interventionnel que j'étais à l'époque, c'est quelque chose de noble aussi, mais la juxtaposition des compétences et la synergie doit être recherchée. Ça fonctionne. On avait une transparence, une relation, et on l'a toujours. Ça a continué derrière moi, je ne suis pas irremplaçable. La transparence, la relation privilégiée, le fait qu'on communique sur tous les sujets importants, qu'on passe en mode projet dans une logique de résultats commune, avec un destin commun qu'on assume. C'est ça une CME. Alors évidemment, ce que vous avez décrit, ça existe aussi. C'est ce que j'appelle la CME fantôme, qu'on sort du chapeau pour la certification et remplir les cases. Ça, c'est nul. Ce qu'il faut, c'est une CME participative, force de proposition concrète, structurée, en collège quand c'est un gros établissement, qui fait un projet médical, qui le propose et qui le soutient. Ça, c'est la véritable façon de fonctionner. La CME en croisade
contre la direction, c'est une ineptie, et la CME fantôme, c'est une autre ineptie. Donc il faut naviguer sur le partenariat dynamique, construit, avec des objectifs communs et la volonté d'aboutir ensemble à des améliorations de la qualité, de l'enracinement sur le territoire, le contact avec tout ce qui va autour. Ce n'est pas simplement la vision ombilico-centrée qu'on reproche à l'hôpital public, il ne faut pas l'avoir en privé non plus. Et c'est conférence médicale et pas commission médicale. Alors, merci pour le retour. Enfin, force est de constater que la conférence nationale des présidents de CME, pour moi, est un peu coquille vide, on va dire. Voilà. Donc, ça prouve bien qu'on a quand même une vraie problématique. Ouais. Je la pose juste comme ça, mais il y a peut-être aussi un lien, en tout cas à interroger, sur aussi l'évolution du positionnement et de l'évolution des grands groupes privés, acteurs de l'hospitalisation privée sur le territoire, qui ont peut-être participé à cette difficulté d'identification, de mobilisation des CME. Moi, j'appartiens à un établissement qui en est à son 4e rachat en moins de 10 ans. On a bien vu l'impact que ça pouvait avoir, sur les praticiens, 2 sur la CME. J'allais même dire, à la limite, sur le directeur. Parce qu'ensuite, il y a des problématiques qui vont venir forcément impacter dans le périmètre d'action qui lui est laissé, ses relations avec ses praticiens. Donc, c'est... Ouais. J'ai décrit la situation qui prévalait sous Général de Santé, où il y avait un membre élu du Parlement médical qui était au conseil d'administration, au contact de l'actionnaire. Chez Ramsay, ça n'est plus tout à fait le cas, mais il y a un conseil d'orientation où siègent des présidents de CME et des personnes qualifiées dans les différentes disciplines, qui est très écouté, très écouté. Chez Elsan, je parle sous le contrôle de Xavier, il y a également un collège de praticiens présidents de CME qui est en direct sur l'actionnaire. Donc ce n'est pas forcément un scénario catastrophe dans tous les cas. Évidemment, il y a des endroits où la logique fait qu'on est complètement exclu, et ça, il faut l'éviter. Il faut se battre pour. Il n'y a pas de raison. Les textes nous le permettent. Ils ne disent pas tout ce qui est autorisé, mais ils disent, je considère comme un bon Marseillais, que tout ce qui n'est pas interdit, l'est autorisé. Donc après, il faut avancer dans cette direction. Ok. Bon, on va quand même rester sur une logique nationale, peut-être pas que Marseille. Non. Ça, c'était un peu sous l'angle de la boutade du nordiste. Je vais passer la parole à Philippe Mironneau, donc, qui représente parce que le docteur Coignet, qui est le président de la CME, n'a pas pu se libérer aujourd'hui, il est au bloc, et qui représente, en fait, c'est le plus gros établissement d'hospitalisation privée de Bourgogne-Franche-Comté, et qui est de Ramsay. Qui appartient effectivement au groupe Ramsay maintenant. Avec effectivement en Bourgogne, on a maintenant quasiment la mainmise de Ramsay sur quasiment toutes les cliniques, donc ce qui pose effectivement peut-être un peu un problème, comme elle sent un peu la mainmise sur la Franche-Comté, parce qu'on est Bourgogne-Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, et on se rend compte effectivement que la CME, comme l'a dit Eric, est quand même de moins en moins performante. On a maintenant, je ne suis pas un vieux, j'ai 60 balais, je sais que pour accéder à un établissement, il fallait qu'on ait l'aval de tous les médecins, on allait se présenter à tous les médecins. Maintenant, on arrive un coup en CME et on vous dit, on vous présente des nouveaux praticiens, vous êtes mis devant le fait accompli. C'est vrai que de ce côté-là, on a l'impression qu'on n'a plus trop la main sur l'arrivée, les départs des différents praticiens. Après, on a vu l'épisode Covid quand même, qui a été impressionnant, et avec à partir de ce moment-là, en plus, une ingérence du CHU sur cet établissement privé, avec un CHU. Effectivement, là, le président de CME était régulièrement convié avec le directeur d'établissement pour essayer d'organiser les soins à ce moment-là. Mais on avait un CHU qui disait « Moi, il me faut 2 salles aujourd'hui pour venir opérer du programmé ». On regardait en fait les boîtes de ST qui arrivaient à la ST centrale pour savoir si nous, on avait bien respecté les interventions qui avaient été faites ou pas été faites. Et puis petit à petit, ça s'est aggravé, cette ingérence un petit peu du CHU. Avec maintenant, Eric vous l'a dit, c'est un très gros établissement. On assure les urgences. On a plein de disciplines sur lesquelles on n'a pas de ligne de permanence vraiment des soins. Mais néanmoins, que ce soit les urologues, que ce soit les gynéco-médicaux, que ce soit la chirurgie du rachis même,
ces gens essayent d'assurer la permanence des soins, les urgences, alors qu'ils ne sont pas payés. Il n'y a pas de ligne d'astreinte, il n'y a pas de ligne de garde sur ces disciplines. Tout ça pourquoi? Parce que de toute façon, l'hôpital, qui, elle, est rémunéré pour tout ce genre de choses, est incapable d'assurer cette permanence des soins. Donc on se retrouve maintenant à être complètement débordé par des urgences de gens effectivement qu'on ne connaît absolument pas. Et on en arrive à être obligé de déprogrammer certaines interventions de praticiens, d'orthopédistes, des gens qui attendaient déjà depuis un bon bout de temps, parce que de toute façon ça coince, parce qu'au-delà d'une certaine heure, en plus, on se retrouve avec un manque de personnel qui, eux, ne veulent pas assurer la permanence des soins, parce que ils sont pas, comme il n'y a pas de ligne de garde, ils ne sont pas payés. Alors c'est vrai que c'est difficile d'embaucher, de demander à des IBOD, à des IAD, à des brancardiers, à des infirmières, de venir la nuit, le jour, de programmer jusqu'à 8-10 heures du soir. Donc c'est simple, la direction dit, de toute façon, on n'a personne, donc on arrête le bloc à 18h30 et terminé. Donc ça, c'est effectivement extrêmement compliqué. Alors après, on a demandé des lignes de garde supplémentaires à l'ARS, on n'est manifestement pas entendu. Il faudrait peut-être aussi que la FHP ou qu'il y ait quand même un certain financement aussi des journées d'hospitalisation peut-être un petit peu mieux payées pour qu'on puisse effectivement avoir pour pouvoir payer du personnel pour assurer cette mission du service public que le service public n'est manifestement pas en mesure d'assurer actuellement. Donc voilà, c'est tous les problèmes que l'on a. Maintenant, je pense honnêtement qu'on a de bons rapports avec la direction. On n'a jamais une fin de non-recevoir. Mais à côté de ça aussi, il faut aussi reballer un petit peu devant notre porte. C'est vrai que les praticiens, quand il y a des bureaux, quand il y a des réunions de CME, on a un taux de présence qui est largement inférieur à 50%. Ouais, donc là, c'est vrai que c'est compliqué après d'être critique quand on n'est pas présent. Voilà. Ok, alors c'est vrai, je me souviens quand il y avait la discussion. Alors pour l'HPDB, c'est une fusion récente en fait de 3 établissements, maintenant 4 sur Dijon. Donc ça a pas mal chamboulé l'offre de soins, ça a été compliqué. Il a fallu fusionner, en tout cas regrouper des équipes différentes qui étaient éventuellement concurrentielles hier, qui devenaient coopérantes aujourd'hui ou associées aujourd'hui. Donc il y a eu ce facteur humain qui a été assez compliqué. Est arrivé la crise COVID, le PRS il y a 5 ans. Là, on a vu par exemple supprimer des lignes de permanence de soins chez les cardiologues qui interviennent en partenariat avec l'HPDB. On leur a dit non, on vous supprime la ligne de Coro. Dans le même temps, il fallait une ligne d'astreinte pour l'interne de la pharmacie interne du CHU. Enfin, on est sur des logiques comme ça. Et le sentiment qu'on a eu, autant l'URPS était systématiquement saisine, évidemment, dans le cadre des révisions de projets régionaux de santé, et notamment du versant schéma régional de santé, qui est donc un document opposable en termes d'autorisation, autant il était compliqué, il a toujours été difficile chez nous de pouvoir s'appuyer véritablement sur une conférence régionale des présidents de CME et les présidents de CME pour avoir des remontées exactes, et puis ensuite pouvoir travailler conjointement avec les fédérations hospitalières pour avoir, en tout cas avec la FHP principalement, une position commune qui permette de regagner en force et de réasseoir et de réaffirmer l'importance de l'offre de soins qu'on portait. Donc ça me paraît des choses éléments, et puis importantes. Et puis effectivement une certaine préemption du CHU poussée par l'ARS sur les capacités du plateau technique de l'HPDB pour permettre à des praticiens du CHU de venir. Je ne m'étendrai pas sur les motifs et intitulés des interventions réalisées dans ce cadre-là en secteur 2 par certains, mais disons que c'est urologique fonctionnel pour éviter la pilule. Dans un certain nombre de cas, m'a dit l'ancien président de CME. Oui, il y a eu effectivement des vasectomies faites en secteur 2 pendant le Covid. Oui. Alors, je crois qu'il y a un élément qui est important dans ce que tu as dit, c'est que, peut-être ça avait transpiré dans mon propos, mais ce n'était pas l'objectif, c'est que quand il y a un problème relationnel, ou en tout cas quand on est dans ce genre d'équilibre-là, les torts ne sont jamais univoques, et on peut avoir des difficultés relationnelles entre une direction et sa communauté professionnelle, mais quand la communauté professionnelle ne s'investit pas, on ne peut pas reprocher à la direction de ne pas la prendre en compte. Et je crois que c'est ça tout l'enjeu de cette table ronde. Je vais passer là. On a eu
l'écho de Ramsey. On avait invité Elsan, mais je travaille avec un établissement Elsan, donc je représenterai ce groupe-là, en tout cas ce versant-là. Je vais passer surtout la parole à Julien Guillotrot, qui lui est président de CME dans un établissement que l'on qualifierait encore d'indépendant, puisque c'est le modèle défendu. Ouais. Donc nous, moi je suis Julien Guillotrot, je suis urologue à la King Pasteur à Toulouse, donc je suis installé depuis maintenant 12 ans. Donc la King Pasteur Toulouse, elle a une particularité parce qu'elle est au centre-ville, c'est une clinique vraiment qui reste au cœur de la ville de Toulouse, et notre problématique c'est l'agrandissement de la clinique au quotidien, puisque on est obligé de faire avec le projet immobilier, avec l'immobilier qui court, qui grimpe. Donc une clinique toulousaine qui est vraiment basée sur la cardio, parce que vraiment on est un véritable cardio center. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment développé nos valeurs là-dessus, sur le patient au cœur, parce que c'est la cardiologie, notre activité phare, même si on a beaucoup de cancérologie. Et on a 4 valeurs, 4 piliers fondateurs qui étaient l'excellence, l'innovation, l'éthique et l'indépendance. Indépendance, vraiment indépendance, puisque en fait nous sommes 185 médecins actionnaires. Et nous dirigeons notre établissement. Donc un établissement qui a 132 millions de chiffre d'affaires, 185 médecins actionnaires et aucun dividende touché. C'est-à-dire que tout est réinvesti dans l'outil de soins et dans le personnel. Donc on a une véritable envie de développer l'activité comme tous, parce qu'on a des cardiologues très leaders qui sont un peu les pilotes du camion, et on a une obligation de se développer sur le territoire. Et je l'entendais, et de plus en plus, nous on se développe sur le territoire via notre HAD, parce qu'on a une grosse HAD qui nous permet de rayonner sur le Gers et sur l'ensemble de la Haute-Garonne, et maintenant sur l'Ariège aussi. Et de plus en plus, on fait face au départ des médecins libéraux, qu'ils soient spécialistes et non spécialistes. Et donc, du coup, on va s'implanter de plus en plus dans des maisons de santé. On fait des consultations avancées en cardiologie. Donc, grosse activité. On peut passer ça, c'était assez rapide. C'était sur le séjour patient. On a juste évolué 71 000 séjours patients. On a dû, avec la crise RH et la crise Covid, on a pris un virage ambulatoire. C'est pas pour faire gagner plus d'argent, c'est vraiment pour pouvoir répondre à la demande, parce qu'en fait, on a maintenant 485 lits, mais en fait, on a amputé de 30% de lits du fait de la crise de RH. Donc, il faut bien réussir à continuer d'augmenter l'activité et de travailler et rendre au service, et c'est un vrai problème. Vous pouvez passer suivante, ça aussi, passer suivante. On a vraiment un gros plateau technique, puisqu'on a un gros bloc. On a 3 blocs au total. On a un bloc dédié à l'hémodynamique avec une quinzaine de salles qu'on va agrandir. On a un bloc chirurgical dédié à la chirurgie cardio-thoracique, à la chirurgie plastique, maxillofaciale, urologique, chirurgie gynéco, et j'en passe. Et on a au total 16 salles de bloc. Et en plus, on a un autre bloc ambulatoire avec 7 salles de plus. Vous pouvez passer. Et au-delà de ça, on a un gros plateau médical, puisqu'on a, au-delà de la cardiologie, on a la dermato, l'endocrino, un gros plateau de gastro-entérologie. On a une équipe de mobile de soins infectieux. On a de la neuro, une grosse équipe d'oncologie avec un service de radiothérapie sur place. On a une équipe de médecine nucléaire et une grosse équipe de radio interventionnelle. Et enfin, sur le plateau technique, on a une réanimation. Et tout cela, en fait, fait qu'on a un système qui est vraiment assez performant, qui nous permet de répondre à la PDS, puisqu'on a plusieurs équipes. Alors, tout le monde ne peut pas toucher la PDS suite au refus de l'ARS de financer ça, mais c'est vraiment un problème de financement. Mais en fait, on a les cardiologues, les réanimateurs et les pneumologues qui sont en ligne sur la PDS, mais en fait, toutes les équipes chirurgicales font de la permanence de soins directement, parce qu'on est obligé de créer des lignes d'astreinte, même si on n'est pas payé, on est sollicité, que ce soit par le SAMU, par les médecins et par les patients. Donc, du coup, on s'est développé. Juste pour dire un petit mot, c'est que la clinique, comme on est indépendant, on a dû s'allier, donc on fait partie d'un réseau qui est local au départ, ça a été qui est devenu maintenant, qui s'appelle Clinavenir sur le plan régional, et qui maintenant est Santé Cité, et il regroupe en moyenne 120 établissements. Donc c'est un groupe maintenant, Santé Cité, qui est un peu comparable aux autres groupes, mais chaque clinique reste indépendante. Moi, pour la CME, je suis maintenant président de la CME depuis 10 ans. Alors, vous allez me dire comment c'est possible, parce que voilà, en fait, quand je suis arrivé,
Voilà, non, c'est pas qu'il y avait personne, c'est qu'il y avait un rhumatologue qui l'assumait depuis quelques années. Il en avait marre, il voulait aller au conseil d'administration parce que notre directoire est assez bien organisé. C'est qu'on a un directeur qui est sous la responsabilité du conseil d'administration et la CME est vraiment donne ses ordres au conseil d'administration et permet de rentrer dans le conseil d'administration avec un rôle vraiment participatif et consulté, mais vraiment, on est vraiment en symbiose. Pareil, on marche vraiment en triumvirat avec le directeur d'établissement, le directeur PDG, le directeur médical et le président de la CME que je suis. Ça a été dur de relancer une CME quand je suis arrivé. Alors j'étais jeune, je suis encore jeune, mais j'étais jeune. Et je suis arrivé avec toute une génération de copains parce qu'en fait le projet, moi au départ j'étais aux États-Unis et en fait je suis revenu des États-Unis rejoindre une équipe de copains. Et donc du coup on s'est installé entre amis. Et si vous voulez, on a remonté un plan. Et donc on a remonté la CME. J'ai essayé de dynamiser tout ça. Et si vous voulez, on arrive maintenant à avoir un projet qui est mature avec 21 membres, une équipe qui tourne bien avec des réunions trimestrielles. On a su se réorganiser pour la période Covid. Et donc, on a adapté on a les rythmes de réunions parce qu'au rythme hebdomadaire, parce qu'il fallait adapter, annuler, reprogrammer, désarmer, réarmer, tout ce que tout le monde connaît ça. Et donc, du coup, tous les médecins qui font partie de la CME ont un rôle précis dans des commissions, que ce soit la lutte contre la douleur, la formation des personnels, le comité d'éthique. Bref, c'est assez participatif. Il y a quand même une bonne motivation parce que bon, voilà, ça tient aussi sur moi parce que je suis un peu un élément moteur, mais en même temps, c'est le rôle du président de la CME d'insuffler un peu le dynamisme. Et donc, c'est pas facile tous les jours. Il faut motiver les praticiens parce que le praticien libéral qui exerce dans un établissement de soins, même s'il est actionnaire, il reste un praticien libéral indépendant et il ne retrouve pas forcément l'intérêt de l'établissement dans l'intérêt de sa pratique personnelle. Mais bon, on arrive quand même à faire converger les gens vers des projets communs, et en particulier pour la certification, même si on y allait un peu, tout le monde un peu avec le frein à main parce qu'on sortait de la crise Covid. Finalement, tout le monde a su se resserrer et on a pu comme ça obtenir un brillant résultat puisqu'on a été certifié avec mention. Donc ça, c'était assez facile. Juste, si vous voyez les points de vigilance, c'est en fait les points de vigilance que nous, c'est développer les signalements des événements indésirables, que ce soit dans l'établissement ou auprès de la RS, et développer l'accréditation médicale. C'est le plus difficile. Arriver à faire comprendre aux médecins que c'est leur intérêt de déclarer des événements indésirables. C'est encore un truc très tabou, c'est encore très difficile, encore plus de le signaler à RS parce qu'on a toujours peur de se faire attaquer secondairement. L'accréditation médicale, c'est encore un enjeu qui est très difficile à trouver parce que malgré la carotte financière, l'outil est tellement difficile à manier que finalement les gens préfèrent oublier cela, même si ça fait partie et ça fera partie pour les prochaines années d'un enjeu majeur. Voilà. Après, nous, en tant que CME, vraiment, moi je vois au quotidien, on fait vraiment partie d'une équipe et on est convié à toutes les réunions avec l'ARS. D'ailleurs, on a sur notre projet d'offre territoriale, on va en réunion avec les directeurs techniques, les directeurs économiques, avec le PDG et on va vraiment converser, on va diriger ensemble l'offre territoriale et donc c'est quand même quelque chose d'assez plaisant et ça se passe plutôt dans la bonne humeur. Ok, j'allais avoir une question. Non. Non. Alors, la question se pose, faut-il renumérer oui ou non? Je ne pense pas qu'il faille renumérer. Je ne pense pas. Je pense que mettre à disposition, moi j'ai à ma disposition, si vous voulez, tout le monde. Ça veut dire que quand je demande quelque chose, faire une slide, j'ai le secrétariat de direction qui va me préparer des choses. J'ai une équipe qui s'appelle de la gestion des risques, avec une secrétaire qui va me permettre d'établir le plan de la CME, de ce qu'il faut faire ou pas, quelles sont les urgences. Et donc, du coup, ça simplifie quand même pas mal. Après, il y a un temps présentiel qui est énorme, que j'arrive à dégager parce que je me suis entendu avec mes associés.
et là aujourd'hui je ne travaille pas, mais mes associés acceptent que je vienne. Ça fait partie, je suis dans un établissement dont on est tous actionnaires. Voilà, c'est l'intérêt de la communauté. C'est l'intérêt de la communauté. La rémunération des CME, c'est un sujet que nous évoquons depuis que la CME existe pratiquement. Mais je rappelle que le texte fondateur de 1991, le premier rôle de la CME, c'était la défense de l'indépendance professionnelle des praticiens. Il est difficile de demander à un établissement de rémunérer la CME qui va défendre l'indépendance professionnelle. En revanche, pour toutes les missions chronophages, j'ai siégé en tant que président à l'Axos pendant 8 ans. Je suis toujours, je siège au CLAP, je siège dans toutes ces instances obligatoires et réglementaires pour certaines. Le dédommagement par la communauté médicale pourrait être envisagé et par l'établissement aussi. Parce que quand on est mauvais vigilant, on peut très bien dire que ça peut faire l'objet non pas d'une rémunération, mais d'un dédommagement qui valoriserait l'existence de la chose. Mais pour l'indépendance professionnelle des praticiens, on ne peut être que contre. Je vais juste poser une question qui fera le lien avec M. Vaillant. C'est, dans ce que j'entends, c'est une très grande agilité organisationnelle, probablement par le fait que la direction est commune avec la CME, dans le partage d'intérêts pour les mêmes personnes. D'où, à la limite, la non-question de la rémunération, parce que finalement, on est plus dans une logique de rémunération, de bonne gestion d'un établissement et d'un bien commun, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on va être dans un établissement d'un groupe financier, où là, par contre, on a... de façon très caricaturale, l'intérêt de l'actionnaire versus l'intérêt du praticien qui a contractualisé. Donc, je passe la question à M. Vaillant, donc, qui est le directeur territorial Méditerranée donc, du groupe L100 pour PACA. Le sujet de la rémunération médicale, outre le fait que les directeurs peuvent être radins, c'est que du coup, ça crée un petit biais d'indépendance. Et les quelques-uns qui sont indemnisés peuvent recevoir quelques petites remarques désagréables à ce titre. Pour commencer, je dirais que je m'engage à faire un retour d'expérience totalement subjectif et personnel. Je ne parle pas au titre de la FHP, il y a Christine Schibler qui pourra corriger mes propos si besoin. Et puis, je ne peux pas parler aussi au nom d'Elsan. Elsan, c'est 137 établissements, dont certains vont extrêmement bien et d'autres moins bien. Et donc, à la fin, ma conviction, c'est quand même beaucoup une affaire d'hommes et de femmes. Merci. Ouf. On continue ? Alors, mon périmètre, à droite, c'est 6 établissements de soins, des cliniques, de l'HAD, de l'imagerie, de la dialyse. Mon expérience, c'est 20 ans de direction dans le secteur, avec un peu de FEAP, un peu de psychiatrie, un peu de SMR, mais surtout du MCO, parce que j'adore quand il y a un bloc opératoire. Et alors, quand il y a un neurochirurgien qui est dans un crâne, je trouve ça incroyable. Donc, et oui, on vient de monter à Nîmes un GCS, coopération publique-privée remarquable dans un CHU. C'était une aventure extrêmement difficile, mais c'est absolument génial à la fin. Alors, je vais surtout parler de mes CME, celles que j'ai dirigées, celles auxquelles j'ai participé en direct. La dernière, c'est la Polyclinique des Fleurs à Olioul, qui est un centre cardiovasculaire réanimation, où on a passé 14 ans. J'ai eu que 2 présidents de CME en 14 ans. Et j'ai pris le soin hier de demander à mon président de CME si son sentiment était partagé ou si j'étais complètement à côté de la plaque. Alors, le reste, c'est au titre de la FHP PACA, j'ai les retours de mes collègues d'autres groupes ou indépendants, d'autres secteurs, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que siéger dans une CME, s'il vous plaît. Alors, côté pile, ça marche le plus souvent, heureusement. Sur la partie importante qui est qualité-gestion des risques, les 2 dernières certifications que l'on est passées, on a eu 99%, donc on a réussi à battre Pasteur. C'est une sacrée performance qui est à 98%, j'ai vu. Et Pasteur est remarquable, c'est pas contestable. J'ai un de mes meilleurs amis qui est Philippe Léger, qui travaille à Pasteur et qui dit beaucoup de bien de la CME, donc c'est pas du pipeau. Sur le projet médical, on a fait un projet médical sur le Var avec 3 cliniques, qui est un projet territorial. On a été extrêmement vexés par la loi de Touraine qui nous mettait de côté, qui disait les GHT, c'est pas pour vous, on va faire ça, vous participez pas au projet territorial. On dit puisque c'est comme ça, on va en faire un nous. Et dans les objectifs que l'on s'est donnés, on en a fait 90%. Certains ont été abandonnés, parce que quand ça veut pas, et pour d'autres, on n'y a pas renoncé. On espère toujours qu'on pourra faire du TAVI hors centre de chirurgie cardiaque un jour, et certains de nos cardiologues militent pour ça. C'est un contre-pouvoir qui est nécessaire pour éviter des mauvais projets, parce que de temps en temps, la direction est complètement à côté de la plaque. On a imaginé quelque chose de formidable. On va copier chez d'autres établissements
un projet qui a l'air fantastique et on ne se rend pas compte que sur le terrain, là, c'est complètement inadapté parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait en face ou parce qu'on n'a pas les compétences. Et donc, ce contre-pouvoir-là, combien même c'est un peu vif, c'est nécessaire. Et puis, un établissement, c'est un mécanisme extrêmement complexe. Il y a plein de rouages, et puis on se prend la tête sur un rouage en disant ouais, on va vraiment travailler là-dessus. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas qu'à côté, ça déraille complètement et qu'il y a un gros problème. Et donc là, nous ouvrir les yeux en disant attention, là, ça ne va pas ce truc-là. Ah oui, très bien, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour la gestion de crise, les crises, ça peut être un accident médical médiatisé terrible. Si le directeur ne veut pas raconter n'importe quoi, il a besoin d'avoir le retour de qu'est-ce qui s'est passé réellement. Sur des plans blancs auxquels on est de plus en plus habitué, les tensions des bronchiolites, les tensions de l'été, de l'hiver. Et puis en particulier pour le Covid. Alors le Covid, la clinique des Fleurs, on est passé de 12 lits de réa à 20 lits. On a déprogrammé, reprogrammé, trié, géré des pénuries. Sans la CME, je ne sais pas très bien comment on aurait fait. D'où l'intérêt de bien s'entendre, de bien se connaître, d'être en phase. Et puis un établissement, c'est une aventure humaine. On a 300-400 personnes qui vivent ensemble dans un établissement. Bon, des fois, la mayonnaise, elle prend. Des fois, on a du respect. Des fois, on a de l'entraide. On a quelqu'un qui a une difficulté. On essaie de l'accompagner dans sa difficulté. Puis, on vit ensemble. Et puis, la CME, surtout, arrêtez les textes. Stop, on n'a plus besoin de textes sur la CME. Il n'y a rien qui nous interdit d'aller faire de la recherche, il n'y a rien qui nous interdit d'avoir des liens avec l'extérieur. On rencontre l'hôpital militaire régulièrement. Il n'y a rien qui nous interdit d'aller à la CPTS, auquel nous siégeons, on partage. Le lien avec la ville, on ne l'avait pas tellement avant. Il n'y a rien qui nous interdise de faire du sport. On a fait des régates intercliniques pendant un moment, c'était hyper sympa. On passe d'autres moments, on apprend à mieux se connaître. Donc stop les textes, il y a ce qui n'est pas interdit aussi. Côté face, ça marche moins bien. Ce n'est pas la majorité du temps, mais ça existe, il ne faut pas être naïf. D'abord, même celles qui vont bien, de temps en temps, ce n'est pas parfait non plus. Il y a des accidents, il y a des moments où qui sont un petit peu chauds, on ne se comprend pas, ça peut arriver. Déjà, la carence de poste, vous l'avez dit, de temps en temps, moi j'ai un souvenir d'une clinique que je ne citerai pas, où le président de CME était très investi et il s'en prenait de tous les sens. C'est insupportable. Au bout d'un moment, il a dit, vous savez quoi les amis, au revoir, j'arrête. Et l'établissement sans président de SAME, il est drôlement embêté. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, on a une quantité d'obligations qui passent par nous, mais qui doivent revenir auprès de la communauté médicale. Et là, on est bien embêté. Après, il ne faut pas confondre le message et le messager. On passe notre temps à vous répéter des trucs qui sont insupportables pour vous, mais ce n'est pas nous qui les avons décidés. La prescription de ceci, on le voit bien que vous êtes à fond, on le voit bien que du temps, vous n'en avez pas, on voit bien tout ça. Mais on n'a pas le choix, puisqu'on nous a mis un CACES, un CPOM, un machin qui passe par nous, donc on arrive derrière, et on n'a pas d'autre choix que vous de répéter qu'il faut faire les choses. Il y a des CME qui passent leur temps dans la bagarre. Alors c'est sympa, la bagarre, on donne des coups, on en prend aussi, ça fait mal. Et là, vous pensez que je parle uniquement des docteurs et des médecins, mais des fois, c'est entre les médecins vous-même, et entre associés vous-même. Donc voilà, la bagarre, ça fait... Et là, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, parce que des fois, ce n'est pas raisonnable. La CME, c'est juste une occasion de plus pour se disputer et pour échanger quelques coups. Donc là, dans ces établissements-là, ça devient très, très compliqué de faire vivre le collectif. Alors, finalement, la caricature, c'est le rapport de force du nombre et alors, Bac plus 10, Bac plus 14. Ma première CME, j'ai 29 ans, ils sont 40, 50, je suis seul. C'était pas tout à fait équitable comme machin. Mais à l'extrême, si la CME dit n'importe quoi, fait n'importe quoi, on ne vous écoute pas. On va trouver d'autres circuits. On va aller voir directement les médecins des spécialités pour essayer de faire des choses sensées. Donc la CME, elle a un rapport de force à son avantage parce que la compétence, mais dans le pire des cas, elle n'est pas du tout écoutée et elle ne sert à rien. Alors, des fois, il y a quelques touristes, celle-là je les mentionne, il arrive en retard à la réunion, il ne sait pas de quoi on parle, il n'a pas lu les PV de CME, mais ce n'est pas une raison pour se taire. Il a un avis, il n'écoute pas la réponse, il s'en va, donc c'est aussi ça. Donc j'ai 400 médecins sur le territoire, il y en a beaucoup qui sont remarquables, qui ont vraiment des choses intéressantes à dire, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Et souvent, c'est parce qu'on sous-estime le niveau de complexité. Ça ne va pas, ce point-là, dans l'établissement.
Mais il est bête, le directeur. Il ne voit pas que ça ne va pas. Ben oui, mais pourquoi ça ne va pas? Parce que derrière, il y a une quantité d'intervenants. On a des dizaines de métiers, on a des centaines d'intervenants. Notre métier est extrêmement complexe. Il faut régler une quantité de paramètres qui est vraiment très importante. Donc non, ce n'est pas simple. Il faut tenir compte de tous les avis. Voilà, je pense que, alors je vais paraphraser Henri, mais à la fin, pour faire un travail d'équipe, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui aient l'envie, sinon on ne va pas y arriver. Les points clés, selon moi, avec encore une fois ma subjectivité, des réunions régulières. Ça ne suffit pas, 3 grandes assemblées plénières par an, ce n'est pas possible. La communication, c'est hyper importante, et d'ailleurs on nous dit souvent la communication elle n'est pas bonne. Et souvent c'est vrai parce que c'est extrêmement difficile. On doit communiquer avec des équipes de jour, des contre-équipes de jour, des équipes de nuit, des contre-équipes de nuit, des personnes à qui on envoie des messages qui ne les regardent pas. C'est extrêmement difficile. Dans les solutions, il peut y avoir aller déjeuner avec son bureau de CME 1-2 fois par mois, ensemble, parler mieux s'écouter, mieux prendre le temps au calme quand il n'y a pas les phénomènes collectifs de groupe. Il y a pré-mâcher le travail, parce que les clins inclus de comédie, etc., c'est insupportable. Si on prend tous les points à l'ordre du jour, les 3/4 s'endorment. Donc ça se travaille en amont et ça se valide en CME pour ceux qui ont eu la passion de lire jusqu'au bout tous les documents. Il faut mettre des sujets intéressants à l'ordre du jour. Je pense que si j'étais à Toulouse, je proposerais à Ntamak de venir montrer son bouclier de Brennus. Je suis sûr qu'il y aurait ça le comble. Bravo. Sinon, le truc qui marche bien pour les directeurs, c'est parler de la redevance ou des sujets d'argent. Souvent, ça fait unir. La clé, c'est écouter les contraintes. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est dans quelque chose qui, à la fin, fait progresser le projet, pourquoi pas? Essayez d'écouter les contraintes de l'autre, expliquer les siennes. Si le médecin dit c'est votre problème, le résultat de la clinique, je m'en fiche. Oui, mais on est en déficit, on va mourir. J'en aimerais bien que vous nous écoutiez, que vous nous aidiez à trouver des solutions. Et réciproquement. Et essayer de se professionnaliser, c'est valable des deux côtés, savoir qu'est-ce que c'est qu'une CME, quelles sont ses attributions, c'est quoi le CACES, etc. Bon, ça ne s'invente pas. Et nous, côté directeur, moi quand je suis arrivé à la clinique des Fleurs, je ne connaissais rien à la cardiologie, j'ai dû aller au bloc, écouter, comprendre, pour être moins maladroit et appréhender les tenants et les aboutissants. Tu as évité d'y aller comme patient? Pas pour l'instant, mais je sais où j'irai par contre. Et puis motiver les jeunes, bravo, parce que moi, le sentiment, si on devait faire une statistique, c'est que les cliniques, elles ont été portées par des médecins hyper investis pendant des années, et que les jeunes, ça va être un vrai enjeu de leur dire, bon, pour l'instant c'est bénévole, mais viens parce que c'est hyper gratifiant aussi. Même quand on est dans un groupe, on est dans une fédération de plein d'établissements, on est dans des PME, et ces PME, on les voit grandir. On les voit avoir du succès, et ça c'est hyper gratifiant. Le retour qu'on peut avoir, même en tant que directeur, c'est pas que l'argent, c'est aussi de participer à une aventure. On double en activité, on développe des projets qui n'existaient pas, et ça, je pense que cette satisfaction-là, je l'ai vérifiée avec mon président hier, elle est partagée. Voilà. Eh bien, merci. Alors, on va soulever le dilemme. De plus en plus de réunions parce que CACES, certification. Donc, merci de votre volonté, mais pas de texte. Oui. Je l'entends, pas de texte, je suis d'accord, parce que j'évoquais l'agilité, et je pense que plus il y aura de texte, et moins il y aura d'agilité. Donc, de toute façon, le texte et l'agilité n'atteint pas l'objectif fixé. Il n'y a qu'à demander à nos administratifs et gouvernants. La démonstration, on l'a depuis 30 ans. Par contre, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est quand même comment est-ce qu'on reconnaît l'investissement des professionnels dans les CME, surtout dans le bureau de CME. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on met un peu la pression quand même sur les yaka faucons, les touristes, qui, eux, non seulement ne s'investissent pas, mais ont un vrai pouvoir de nuisance sur un certain nombre de développements. Et je pense qu'à l'heure actuelle, au vu des enjeux qu'on a, on ne peut pas s'en passer. Dans les multiples sujets, l'accueil d'internes dans nos structures, outre le blocage systématique d'un bon nombre de coordonnateurs de spécialité, se pose la question de l'hébergement, de l'indemnisation, ou en tout cas de la rémunération de l'interne, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas claires d'une région à l'autre. Or, on sait que si on n'accueille pas d'internes dans nos cabinets, ça va être très compliqué de faire venir des jeunes à l'heure actuelle qui n'ont aucune formation au libéral, de toute façon, d'une carrière purement hospitalière. Donc là, je pense qu'il y a des éléments. La deuxième chose, c'est que oui, les dossiers deviennent de plus en plus complexes. Ça, c'est clair. On
on l'a vu, on l'a évoqué ce matin quand on parlait de l'évolution législative sur la permanence de soins. Quel est le lien à entretenir, s'il doit y en avoir un, entre CME et URPS, justement dans ce lien avec le territoire, sur la permanence de soins, sur la notion de territoire d'une spécialité à l'autre, etc. Et en lien avec la FHP. Pour moi, l'URPS, c'est le pendant de la FHP. La FHP pour l'établissement, l'URPS pour le praticien. Je pense qu'il faut qu'on travaille en bonne intelligence. Et la troisième chose, là où je suis quand même très inquiet, et j'en reviens aux jeunes, c'est qu'on fait tous le constat qu'un jeune n'est pas prêt à l'investissement des quinquas et plus que nous sommes pratiquement tous ici. Donc comment est-ce qu'on fait un peu pour trouver quel type de réflexion est-ce qu'on peut avoir? Sylvie, tu voulais intervenir également. Je ne sais pas si on a un micro pour la salle. Merci beaucoup. Alors, docteur Philip Bernard, donc présidente de l'URPS, mais 15 ans présidente de CME de sa clinique et présidente encore actuelle de la conférence régionale des présidents de CME d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bien. Donc, plus de texte, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que, à mon sens, il y a une chose très importante qui n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une hyperconcentration des pouvoirs des cliniques parmi des groupes financiers. Et donc, vous avez des médecins libéraux qui travaillent dans ces cliniques, dont le rôle est rendu encore plus difficile parce que, justement, à cause de cet environnement. Donc, je salue bien évidemment le président de CME de la clinique qui appartient aux médecins, parce que vous êtes tout à fait vertueux. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ce n'est pas ça du tout. Il y a 2 ans, un président de CME d'une clinique de Valence, d'une clinique Ramsay, s'est fait mettre à pied alors qu'il était dans son rôle de président de CME. Et personne ne l'a jamais défendu. Enfin, on l'a défendu, mais il a été... voilà, on n'a jamais pu le réhabiliter. Donc ça, c'est un vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que quand il y a des choses qui fâchent, eh bien, le poste de président de CME n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'au même titre, bien sûr qu'il doit défendre l'indépendance des médecins, mais parfois, ça frotte un peu, surtout en période de crise, et notamment pendant la crise Covid. Ça a été assez compliqué. Eh bien, je crois que la première chose à faire, je ne suis pas d'accord avec vous, il faut encore un texte, et le texte fondateur, c'est de sacraliser le poste de président de CME, et c'est de le rendre incontournable. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un punching ball, mais c'est des deux côtés, et c'est une position très difficile à tenir. C'est très difficile à tenir parce que vous avez parfois des groupes qui ont tendance à promettre des investissements qui ne viennent pas, qui promettent plein de choses qui ne viennent pas. Donc, le rôle de président de CME, c'est difficile. Faut-il le rémunérer ou pas? C'est une autre question. Je suis d'accord avec Henri. Je pense que c'est plutôt aux praticiens de le rémunérer parce qu'il est là pour représenter les praticiens. Peut-être qu'une manne financière de la part de la CEPAM ou de la DGOS pourrait aussi se faire. Et enfin, dernière chose, bien évidemment que les URPS doivent se positionner, doivent soutenir. Mais je pense que si on avait un rôle à jouer, ce serait de faire reconnaître le poste de président de CME comme un poste intouchable. On ne devrait pas pouvoir être démissionné par un groupe dans l'exercice de ses fonctions de président de CME. Ce n'est pas normal. Tu débordes un petit peu justement ce sur quoi je voulais venir. Je pense qu'effectivement... Non, mais c'est très bien, au contraire. Ça prouve, de toute façon, vu les échanges qu'on avait déjà eus ensemble. Plus de texte. Moi, je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être clarifiées. Sylvie vient d'aborder le problème de la responsabilité juridique du président de CME, juridique et vis-à-vis de son interlocuteur, qui est l'établissement et bien plus le groupe qui est derrière. Je pense qu'il y a la question des moyens. Et moi, les moyens... je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, absolument, il faut que les praticiens d'un établissement cotisent pour indemniser leurs confrères qui s'investissent. Ça, c'est indispensable et incontournable. Et ça doit être une condition sine qua non d'intégration dans la communauté médicale d'un établissement. Par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait une participation quand même de l'établissement qui est aussi à l'origine d'un certain nombre de sollicitations réglementaires, certes, dans le cadre de sa certification, etc. Et quand il faut aller éplucher les dossiers pour faire le parcours patient, c'est juste infernal, mais il faut quand même qu'il y ait un médecin qui soit là. Donc je pense que ça mérite une rémunération. Et je pense qu'il faut impliquer de toute façon non seulement la CEPAM, mais aussi l'ARS, qui est à l'origine d'un certain nombre de sollicitations, et que derrière, quand il va falloir monter au créneau, effectivement, on évoquait l'Axos,
eh ben, il faut. Alors, l'AXOS, ça dépend comment on y siège, si c'est au titre de l'URPS, au titre de la FHP, au titre des établissements de CME, etc. Mais il faut que monter un dossier d'autorisation de défense, d'octroi d'autorisation, ça demande du temps. Il faut un investissement à la fois de l'établissement et des praticiens. Et là, il faut qu'il y ait véritablement une concomitance. J'insisterai quand même sur un truc qui passe mal de notre côté, c'est de dire à des praticiens, vous devez cotiser 60 balles, 100 balles, 200 balles par an pour votre CME. Mais le jour où ils vont vouloir avoir une autorisation à défendre ou à demander, ils seront bien contents d'avoir un président de CME qui soit en mesure de monter au créneau, de solliciter l'URPS, la FHP, etc., pour aller défendre le beefsteak, d'aller chercher les requêtes SNIRAM pour aller alimenter l'argumentaire, parce que souvent, ce n'est pas eux qui vont le faire. Et ça me paraît absolument indispensable. Donc ça, on a, à mon avis, un travail de culture à apporter de ce côté-là. Et je te rejoins complètement. Je pense qu'il faut qu'on mène un véritable travail législatif, et là je parle sous le couvert de Maxence Cormier, mais on a déjà échangé avec lui, sur définir clairement les rôles, missions et prérogatives d'une CME, de son bureau et de son président, pour pouvoir, pas le sacraliser, peut-être le sanctuariser, mais en tout cas lui donner une position qui fasse qu'il ait un minimum de bouclier juridique par rapport à toutes les attaques dont il peut faire l'objet, à tort ou à travers, ou à juste raison. Qui a payé sa cotisation l'an dernier. Et c'est 50 balles. D'accord. Mais c'est quand même... c'est fou. On le voit aussi, je suis au syndicat des gynécologues, il n'y en a pas un sur deux maintenant qui paye sa cotisation. On a l'impression qu'ils s'en foutent complètement, quoi. Mais par contre, quand ça ne va pas, ils savent vous le dire. Ah ben, t'es au SAGOF, t'es au... Ah oui, mais on ne fait pas ça... Oui, moi je vois une évolution des CME publics qui sont renforcées, puisque on s'aperçoit que le dysfonctionnement de l'hôpital est dû à un poids trop important de l'administration et qu'il faut un peu plus une codirection avec les CME. Ça, c'est pour le public, il y a des textes pour le public, etc. Dans le privé, il n'y a pas de texte, et ça, c'est un peu dommage, parce que il faut qu'il y ait un peu plus de textes qui protègent les CME et qui motivent en fait les praticiens, parce que sur le terrain, on se demande à quoi ça sert, et donc pourquoi cotiser, puisqu'on n'a pas l'impression que ça sert à quelque chose. Mais c'est pas mes connaissances, mais c'est difficile. Les médecins, ils sont dans la tête dans le guidon, et ils ne cherchent pas plus loin que leur bout de spécialité et ou de leur hyper-spécialité et des moyens qu'on doit leur donner, que la clinique doit dérouler le tapis rouge, etc. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de... Bon, il y a une évolution aussi, je dirais, sociétale. C'est peut-être plus chacun pour soi et pas le travail collectif. Donc là, il y a un besoin quand même d'accompagnement législatif pour clarifier les rôles des CME dans les établissements privés. Il y a des enjeux qui sont importants. C'est les autorisations qui échappent de plus en plus aux médecins et qui sont transférées au groupe. Et il y a l'approche territoriale où c'est difficile, ça nécessite une mobilisation. Les réunions, c'est toujours en journée, donc c'est sur votre temps de travail. Donc vous ne trouvez pas un volontaire pour faire ça. Donc il faut trouver des moyens d'indemnisation pour organiser ces concertations territoriales avec la ville, avec les autres établissements et sortir de beaucoup de logiques concurrentielles publiques et hospitalo-privées pour entrer dans la coopération. Et je dirais la coordination et la complémentarité. On voit bien les enjeux sur la permanence des soins en établissement, où on voit que les diktats vont sortir du sommet et s'imposer à la base avec un frein, je vous le garantis, très fort de la base. Mais derrière, en fait, il y a tout ce travail de concertation, de coordination sur les territoires, où il faut que les praticiens libéraux qui sont dans les établissements puissent s'impliquer. Mais pour ça, il faut qu'ils soient reconnus. Et la reconnaissance, ça passe par une indemnisation. Il n'y a pas à tortiller, parce que vous n'allez pas dégager du temps. Et chez les jeunes, c'est encore plus vrai. Ils veulent pas faire les réunions le soir. Ils veulent pas. Parce qu'ils ont d'autres obligations. En plus, des fois, ils n'habitent plus dans la ville où ils exercent. Ils sont à 60 bornes, 80 bornes. Moi, c'est le cas.
Moi, j'ai plein de praticiens dans ma clinique qui habitent à Bordeaux et qui exercent à Angoulême. Donc, on peut dire, les réunions le soir, vous pouvez vous brosser. Donc, là, je crois qu'il y a une évolution à faire. Mais pour ça, ça passe par une reconnaissance réglementaire, législative et des moyens. S'il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas de chocolat. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci. Là, on va de toute façon enchaîner sur la prochaine table ronde avec Jean-Baptiste sur ce sujet-là.